Ma femme m'a dit, pas envie, utilise ta main. Le lendemain, je lui ai répondu, pas d'argent, va travailler. C'était tard, un mercredi soir. Je venais de terminer une autre longue journée de travail. Les délais à respecter, les appels téléphoniques, la routine habituelle. Quand je suis rentré à la maison, le dîner était déjà froid et ma femme, Mélissa, était assise sur le canapé, faisant défiler sans fin l'écran de son téléphone, comme toujours. Je me suis assis à côté d'elle, j'ai essayé de parler un peu, mais ses réponses étaient brèves, presque mécaniques. Ouais, d'accord, bien sûr. Rien de plus. Depuis des semaines, je sentais ce mur se construire entre nous. Nous vivions sous le même toit, mais la proximité avait disparu. Les petites attentions, les étreintes, les rires complices que nous partagions autrefois, tout cela s'était évanoui. Pourtant, une partie de moi voulait croire que ce n'était qu'une phase, que les choses s'amélioreraient si je faisais un effort. Alors, ce soir-là, j'ai décidé d'essayer à nouveau de me rapprocher. Je me suis penché vers elle, j'ai touché légèrement son bras et j'ai murmuré, « Viens te coucher avec moi ». Ce n'était pas une exigence, juste une invitation. Je cherchais une connexion, cette intimité qu'un mari et une femme devraient partager. Elle ne m'a même pas regardé. Ses yeux sont restés rivés sur l'écran lumineux dans sa main. Puis, sans une pause, sans la moindre once d'égard, elle a dit, « Utilise ta main ». Au début, j'ai cru avoir mal entendu. J'ai cligné des yeux, attendant qu'elle répète. Peut-être qu'elle allait en rire comme d'une mauvaise blague, mais non. Elle a simplement continué à faire défiler l'écran comme si elle n'avait pas prononcé la chose la plus blessante qu'un homme puisse entendre de sa femme. Cette phrase m'a frappé plus durement que n'importe quelle insulte. Ce n'était pas seulement un rejet. C'était un manque de respect. Une façon de me dire que je ne valais pas son temps, son contact ou son effort. Ma poitrine s'est serrée et j'ai senti ma gorge s'assécher. Je voulais dire quelque chose, crier, lui demander ce qui nous était arrivé. Mais au lieu de ça, je me suis rassis en silence, ma fierté m'empêchant de mendier ce qui aurait dû être naturel dans notre mariage. À l'intérieur, cependant, le silence était assourdissant. Mon esprit tournait en boucle. Je me souvenais des débuts de notre relation, quand nous ne pouvions pas nous empêcher de nous toucher. À l'époque, nous passions des nuits blanches à parler, à nous embrasser, à faire des projets pour l'avenir. Elle me regardait comme si j'étais le seul homme au monde. Maintenant, je n'étais qu'un personnage secondaire dans sa routine, quelqu'un qui payait les factures pendant qu'elle me traitait comme un étranger. Je suis allé me coucher seul cette nuit-là. J'ai fixé le plafond, le faible bourdonnement du ventilateur remplissant la pièce pendant que ma femme restait dans le salon, probablement encore scotchée à son téléphone ou à regarder une quelconque émission de télé-réalité superficielle. Le vide de ce lit m'en disait plus sur notre mariage que n'importe quelle conversation n'aurait pu le faire. Et le problème, ce n'était pas le sexe. C'était ce que ce rejet symbolisait. C'était une question de respect, de partenariat, du lien qui était censé exister entre nous. Ces mots m'ont dit que ce lien était rompu, et que j'avais été trop aveugle, trop patient, trop optimiste pour l'admettre. Allongé là, j'ai senti la colère se mêler à quelque chose de plus froid, la lucidité. J'ai réalisé que l'amour sans respect ne vaut rien. Cette nuit-là, elle a peut-être pensé qu'elle m'avait réduit au silence, m'avait écarté d'une phrase cruelle, mais en vérité, elle m'a donné le déclic dont j'avais besoin. C'est à ce moment que j'ai cessé de la voir comme ma partenaire et que j'ai commencé à la voir pour ce qu'elle était devenue, une femme qui me voyait comme un distributeur de billets, un colocataire, et rien de plus. Je n'ai pas explosé, je n'ai pas jeté d'objets, je ne l'ai même pas confrontée sur le champ. Je suis simplement resté silencieux, parce que le silence, je le savais, serait mon arme la plus tranchante plus tard. C'était le point de rupture. La nuit où mon mariage est passé d'un espoir fragile à une vérité indéniable. La nuit où ma femme m'a dit d'utiliser ma main, et où j'ai décidé intérieurement que bientôt, ce serait elle qui se retrouverait les mains vides. Le lendemain matin, je me suis levé tôt comme d'habitude. J'ai pris une douche, je me suis habillé et je suis parti au travail pendant que Mélissa était encore au lit. Je n'ai pas dit grand-chose avant de partir, en partie parce que je ne me faisais pas confiance pour parler sans que ma voix ne trahisse la frustration de la veille. Cette phrase, « utilise ta main », résonnait encore dans ma tête comme une mauvaise chanson dont on ne peut se défaire. Le soir, en rentrant à la maison, je m'étais convaincu de garder les choses calmes. Pas de dispute, pas de supplication pour attirer l'attention, juste la routine. Le dîner fut silencieux.
Elle a à peine demandé comment s'était passée ma journée. Et honnêtement, je n'ai pas pris la peine de lui en dire beaucoup non plus. Mais alors que je débarrassais la table, elle m'a soudainement regardé et m'a dit, d'un ton désinvolte comme si rien ne s'était passé la veille, « Et, tu peux me donner de l'argent ? J'ai besoin d'environ 300 $. » J'ai levé les yeux, confus. « Pourquoi faire ?» ai-je demandé. Elle a haussé les épaules comme si ça n'avait pas d'importance. « Juste des trucs dont j'ai besoin. » Ne t'en fais pas, c'est là que j'ai compris. Moins de 24 heures plus tôt, elle m'avait rejeté de la manière la plus froide possible. Comme si je n'avais aucune importance en tant que mari, en tant qu'homme, en tant que partenaire. Et maintenant, sans hésitation, elle n'avait aucun problème à me traiter comme son compte en banque personnel. J'ai posé l'assiette et je l'ai dévisagée. Mélissa, va travailler. Je ne suis pas ta banque. L'expression sur son visage était impayable. Ses yeux se sont agrandis, sa mâchoire s'est crispée, comme si elle ne s'attendait pas à ce que je dise non. Elle était devenue si à l'aise dans ce cycle, me rejeter quand elle en avait envie, demander de l'argent quand elle en avait envie, et je cédais toujours. Mais pas cette fois. Elle a ricané, essayant de balayer ça d'un revers de main. Waouh. Alors maintenant, tu vas faire ton radin ? Tu ne peux même pas aider ta propre femme. J'ai ri, non pas parce que c'était drôle, mais à cause de la ridicule de la situation. Aider, Mélissa ? Aider, c'est quand il y a du respect des deux côtés. Tu ne me regardes même plus. Et le seul moment où tu parles avec énergie, c'est quand tu demandes de l'argent. Tu veux du respect, commence par en donner. Elle a levé les yeux au ciel et a marmonné quelque chose dans sa barbe, mais je l'ai entendu, tu exagères. Ce mot, exagère, a failli me faire perdre le contrôle, mais j'ai tenu bon. Ma voix est restée calme, stable, presque plus froide que je ne l'aurais cru. Je n'exagère pas. J'en ai juste marre d'être traité comme un portefeuille sur pattes. Sa bouche s'est ouverte comme si elle voulait argumenter, mais rien n'est sorti. Elle savait que je ne bluffais pas. La vérité, c'est que je l'avais trop gâté pendant trop longtemps. J'avais permis à ce déséquilibre de grandir en donnant toujours, en subvenant toujours à ses besoins sans exiger de respect en retour. Elle pensait pouvoir me rejeter en tant qu'homme, mais s'attendre quand même à ce que je sois son pourvoyeur. Cette nuit-là, l'ambiance dans la maison était différente. Il n'y a pas eu de cris, pas d'assiettes cassées, pas de disputes dramatiques comme on en voit dans les films. Juste une tension lourde et silencieuse. Elle s'est assise sur le canapé avec son téléphone à nouveau, mais cette fois, je n'ai même pas pris la peine de la regarder. Je me suis assis à la table, j'ai parcouru quelques factures et j'ai tranquillement dressé une liste mentale de ce qui devait changer. Et le truc, ce n'était pas une question d'argent. J'avais assez pour lui donner 3 cents, 5 cents, même 1000 $ sans problème. C'était une question de principe. Il s'agissait de ne pas la laisser continuer à me traiter comme une ressource qu'elle pouvait exploiter sans rien me donner en retour. L'hypocrisie était flagrante. Elle n'avait aucun problème à me rejeter en tant que mari quand je la désirais, mais à la seconde où elle voulait quelque chose, je devais soudainement assumer mon rôle de pourvoyeur. Ce double standard était terminé. Quand je suis finalement allé me coucher, elle est restée dans le salon plus longtemps que d'habitude. Peut-être qu'elle boudait. Peut-être qu'elle textait une amie pour se plaindre de ma radinerie. Je m'en fichais. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti un changement en moi. Dire non ne consistait pas seulement à lui refuser l'argent. Il s'agissait de reconquérir mon respect de moi-même. Allongée dans mon lit, je savais qu'elle n'allait pas laisser passer ça. Mélissa était du genre à insister jusqu'à obtenir ce qu'elle voulait. Mais au fond de moi, j'avais déjà pris ma décision. Cette fois, elle allait apprendre que je n'étais plus son filet de sécurité. Ce moment, la confrontation entre sa demande d'argent et mon refus, a été le début de tout ce qui a suivi. C'était la fissure qui m'a montré à quel point nous nous étions éloignés et à quel point j'avais été aveugle. Elle pensait pouvoir contrôler le jeu. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que je venais de changer les règles. J'avais l'habitude de croire que le mariage était bâti sur des fondations inébranlables, la confiance, le respect, l'intimité, le partenariat. Mais assis dans ma propre cuisine, quelques jours après cette dispute, à regarder une femme qui me regardait à peine sauf si elle avait besoin de quelque chose, j'ai réalisé que ces fondations s'étaient fissurées depuis longtemps. J'avais simplement refusé de le voir. Mélissa et moi n'avions pas toujours été comme ça. Au début, nous étions inséparables. Nous nous sommes rencontrés à la fête d'un ami,
et dès le premier soir, il y a eu cette alchimie indéniable. Elle avait ce rire qui remplissait la pièce, cette façon de me regarder qui me faisait sentir comme le centre de son univers. À l'époque, elle me voulait moi, pas seulement ce que je pouvais lui offrir. Nous passions des nuits blanches à parler de tout et de rien, de nos rêves, des endroits où nous voulions voyager, de la façon dont nous élèverions nos enfants, du genre de maison que nous construirions ensemble. Ces nuits semblaient infinies, pleines de promesses. Je me souviens de notre premier appartement. Il était petit, à peine assez d'espace pour un canapé et un lit. Mais on s'en fichait. On mangeait des plats à emporter bon marché par terre en riant de la façon dont, un jour, nous regarderions en arrière et dirions, « Tu te souviens quand on pensait que c'était dur ?» Elle avait l'habitude de m'enlacer par derrière quand je cuisinais, de m'embrasser dans le cou pendant que je faisais la vaisselle. Ces petits moments comptaient plus que tout. Mais quelque part en cours de route, les choses ont changé. Ce ne fut pas soudain. Ce fut lent, subtil, comme une bougie qui se consume sans qu'on s'en rende compte, jusqu'à ce que la pièce soit plongée dans le noir. Au début, c'était des excuses. Elle était trop fatiguée pour l'intimité. Puis elle s'endormait sur le canapé soir après soir, prétendant regarder la télévision. J'ai balayé ça d'un revers de main. Le stress du travail, peut-être les hormones, peut-être juste une mauvaise passe. Je me disais que tous les couples traversent des hauts et des bas. La vérité était plus difficile à affronter, elle s'éloignait de moi, petit à petit. En y repensant, les signes sont tous là. Le téléphone qui ne quittait jamais sa main. La façon dont elle souriait à ses textos mais souriait rarement pour moi. Les soirées entre filles qui semblaient se multiplier. J'ai essayé de l'ignorer, d'essayer de croire qu'elle était toujours la femme qui, autrefois, avait hâte d'être près de moi. Mais ignorer la vérité ne la change pas. Cela ne fait que prolonger les dégâts. Ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas seulement le manque d'intimité. C'était à quel point tout était devenu transactionnel. Mélissa avait cessé de me voir comme son mari et avait commencé à me traiter comme son pourvoyeur. Le seul moment où elle semblait engagée dans une conversation, c'était quand elle voulait quelque chose, de l'argent pour des vêtements, pour ses ongles, pour un voyage avec ses amis. Et comme un idiot, j'ai continué à donner, pensant que si je lui facilitais la vie, elle retrouverait peut-être le chemin vers moi. Mais plus je donnais, moins elle me respectait. C'est devenu limpide après ce moment où elle m'a dit d'utiliser ma main un soir et m'a demandé de l'argent le lendemain. Ces deux moments n'étaient pas séparés, ils étaient liés. Elle avait cessé de me donner la seule chose qu'une femme est censée partager avec son mari, l'affection, l'amour, l'intimité. Pourtant, elle n'avait aucune honte à exiger de l'argent comme si c'était son dû. J'ai commencé à rejouer des souvenirs dans ma tête, à relier des points que j'avais évités pendant des années. Je me suis souvenu que lorsque nous sortions ensemble, elle disait toujours admirer mon éthique de travail. Elle aimait que je sois ambitieux, que je veuille construire une vie stable. Mais peut-être que ce qu'elle aimait vraiment, c'était la sécurité qui en découlait, pas moi en tant qu'homme. Peut-être avais-je confondu l'admiration pour mes efforts avec un amour sincère. Le pire, c'est que j'ai encouragé cela. Chaque fois que je sortais mon portefeuille au lieu d'exiger le respect, je renforçais l'idée que l'argent était ma seule valeur. Je ne peux même pas la blâmer entièrement. J'avais fait partie du problème. J'ai commencé à remarquer le déséquilibre partout. Quand avait-elle cuisiné un repas pour nous pour la dernière fois sans soupirer ou lever les yeux au ciel? Quand m'avait-elle demandé pour la dernière fois comment s'était passée ma journée avec un intérêt sincère, et non par simple routine? Quand m'avait-elle serré dans ses bras pour la dernière fois sans attendre quelque chose en retour? Je ne m'en souvenais pas. Notre mariage était devenu un arrangement commercial, sauf que j'étais le seul à en payer le prix. Elle fournissait de moins en moins tandis que je portais de plus en plus de poids. Un soir, assis seul dans la chambre, pendant que Mélissa riait au téléphone dans le salon, j'ai réalisé quelque chose qui m'a secoué. L'intimité physique ne me manquait pas autant que le respect. Le sexe, les étreintes, les baisers, c'était important, oui, mais ce qui m'a brisé, c'était l'absence de respect. Un homme peut vivre sans une affection constante, mais aucun homme ne peut vivre en étant traité comme un objet jetable dans sa propre maison. Je me souviens des paroles de mon père, des années auparavant, avant mon mariage. Il m'avait dit, « Mon fils, une femme peut cesser d'être amoureuse, mais si elle cesse de te respecter, c'est fini. » Je ne l'avais pas compris à l'époque. Je pensais que le respect et l'amour étaient la même chose. Maintenant, en regardant le côté vide de mon lit, je comprenais enfin. L'amour peut s'estomper, mais le respect ne devrait jamais disparaître.
Sans lui, tu n'as pas une partenaire, tu as une sangsue. À partir de ce moment, j'ai cessé de regarder Mélissa à travers des lunettes roses. Je l'ai vue pour ce qu'elle était devenue, une femme qui appréciait mon argent plus que ma présence, qui pensait qu'être une épouse signifiait qu'elle pouvait me rejeter émotionnellement tout en s'attendant à ce que je finance sa vie. Et l'hypocrisie ne s'arrêtait pas là. J'ai commencé à remarquer de petites choses qui rendaient le tableau encore plus sombre. Elle se plaignait de la difficulté d'être à la maison, mais refusait de trouver un travail. Elle voulait la liberté, mais pas la responsabilité. Elle voulait le luxe d'être mariée sans fournir les bases du rôle d'une épouse. Tout est devenu si clair une fois que je me suis forcé à cesser de lui trouver des excuses. Notre mariage a été exposé pour ce qu'il était vraiment, un contrat dont elle pensait que je ne pourrais jamais me défaire. Mais elle avait tort. Cette prise de conscience ne me remplissait plus de tristesse. Elle me remplissait de détermination. Je n'allais pas la supplier pour du respect. Je n'allais pas me disputer pour de l'intimité ou plaider pour de l'attention. Si elle pensait que je n'existais que pour financer son style de vie, elle était sur le point de découvrir ce que l'on ressent lorsque ce filet de sécurité disparaît. J'avais atteint le point où mon silence n'était plus de la faiblesse. C'était de la stratégie. Je n'avais pas besoin de lui crier dessus ou d'énumérer toutes les façons dont elle m'avait déçu. La vie allait le lui apprendre de la manière la plus brutale qui soit. Pour la première fois depuis des années, je me sentais l'esprit clair. Il ne s'agissait plus de sauver le mariage. Il s'agissait de me sauver moi-même. La beauté de la vengeance, c'est qu'elle n'a pas toujours besoin de feu, de cris ou de chaos. Parfois, les gestes les plus froids sont les plus efficaces. Après des années à donner sans recevoir, après avoir été humilié par la femme qui était censée me respecter, j'ai décidé que je n'allais pas me battre avec elle de la manière qu'elle attendait. Pas de scène de ménage, pas de supplications désespérées, pas de dispute sur ce qui n'allait pas. Ma vengeance allait être simple, j'allais la couper complètement de la seule chose qu'elle appréciait le plus, mon argent et mon attention. Cela a commencé discrètement. Je n'ai rien annoncé. Je ne lui ai pas dit, à partir de maintenant, les choses vont changer. J'ai juste cessé d'être son pourvoyeur. Mélissa est venue me voir quelques jours après la demande de $300 que j'avais refusée. Cette fois, elle demandait une somme plus petite, $80. Elle a dit qu'elle en avait besoin pour les courses. Autrefois, je les lui aurais donné sans même y penser. Cette fois, j'ai sorti ma carte de débit, je l'ai posée sur le comptoir et je lui ai dit sèchement, « Tiens, achète ce dont nous avons besoin pour la maison. » Rien d'autre. Son visage s'est tordu d'agacement, mais elle a pris la carte. Plus tard, quand elle est revenue, j'ai vérifié le ticket de caisse. Pour la première fois de notre mariage, j'ai passé en revue chaque article. Bien sûr, caché entre le pain et le lait, il y avait des frais pour des cosmétiques et des bougies hors de prix. Je n'ai pas dit un mot, mais j'ai repris la carte et je l'ai enfermée dans le tiroir de mon bureau. À partir de ce moment, je me suis occupé moi-même des courses. C'était la première étape, contrôler l'argent. La deuxième étape, c'était le temps. Mélissa s'était habituée à ce que je me plie en quatre pour être à la maison quand elle le voulait, m'assurant que ses besoins passaient en premier. Mais j'ai commencé à rediriger cette énergie vers moi-même. J'ai pris des heures supplémentaires au travail, non pas parce que j'avais besoin d'argent, mais parce que je voulais créer plus de distance. J'ai recommencé à aller à la salle de sport, une chose que j'avais abandonnée après des années de routine et d'épuisement. J'ai même renoué avec de vieux amis, prenant des bières après le travail au lieu de me précipiter à la maison pour retrouver une femme qui me regardait à peine. Quand Mélissa l'a remarqué, elle n'a pas dit grand-chose au début. Elle a essayé la voix passive-agressive. « Tu travailles tard souvent. »« Quoi ? Tu n'aimes plus être à la maison ?» J'ai simplement haussé les épaules. Je vais là où je me sens respecté. Elle n'a pas aimé cette réponse, mais elle n'a pas insisté. La troisième étape était l'attention, ou plutôt son absence. Mélissa se nourrissait d'être le centre de mon monde. Elle s'attendait à ce que je remarque quand elle achetait de nouveaux vêtements, quand elle changeait de coiffure, quand elle se vernissait les ongles. Je lui avais toujours fait ses compliments, pensant que cela faisait partie du rôle d'un bon mari. Maintenant, le silence. Elle pouvait entrer avec une nouvelle robe, je ne levais même pas les yeux de mon ordinateur portable. Elle pouvait passer des heures à se maquiller avant de sortir avec ses amis, je n'offrais pas un seul mot. Ce silence l'a rendue folle plus vite que je ne l'avais prévu. Elle a commencé à pêcher la validation. « Tu remarques quelque chose de différent ?» demandait-elle.
Je levais les yeux nonchalamment, puis retournais à ce que je faisais. Non. C'était cruel, mais c'était délibéré. Si elle voulait me traiter comme un distributeur, alors je la traiterais comme une étrangère. Les fissures ont commencé à apparaître. Mélissa n'était pas habituée à cette version de moi. Elle était habituée au contrôle, à m'avoir à sa botte, toujours désireux de plaire, toujours prêt à subvenir à ses besoins. Mais maintenant, j'étais détaché, calme, concentré, et plus je devenais indifférent, plus elle devenait agitée. Un samedi soir, elle a tenté de raviver son ancienne domination. Elle s'est bien habillée, m'a dit qu'elle sortait avec ses amis et s'est tenue à la porte, attendant que je lui demande où elle allait. Je ne l'ai pas fait. J'ai juste dit, n'oublie pas tes clés, et je suis retourné regarder le match. Quand elle est rentrée plus tard cette nuit-là, elle a de nouveau tenté de me provoquer. Tu ne m'as même pas demandé avec qui j'étais. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, pourquoi le ferais-je? Tu as clairement fait savoir que je ne faisais pas partie de tes plans. Ça l'a fait taire. Ma vengeance froide ne consistait pas à la punir avec des scènes théâtrales. Il s'agissait de la laisser vivre avec le poids de ses propres choix. Chaque fois qu'elle me regardait et voyait l'homme qu'elle avait méprisé, refusant maintenant de jouer son jeu, cela ébranlait sa confiance. Et voici la partie qui l'a vraiment atteinte, elle a commencé à ressentir les conséquences financières. Avec moi gérant directement l'argent, elle a perdu l'accès au style de vie facile qu'elle s'était construit. Fini les virées shopping imprévues. Fini les rendez-vous au salon de beauté à mes frais. Fini les vacances avec ses amis. Quand elle se plaignait, je lui donnais la même réponse à chaque fois, tu veux de l'argent? Trouve un travail. Je ne suis pas ta banque. Plus je le répétais, plus elle devenait en colère. Elle m'a accusé d'être contrôlant, radin, voire abusif. Mais au fond d'elle, elle connaissait la vérité. Je ne la coupais pas de sa survie. Les factures étaient payées, la maison était entretenue, il y avait de la nourriture sur la table. Ce que j'arrêtais de financer, c'était ses luxes. Les extras auxquels elle pensait avoir droit simplement parce qu'elle portait une bague. Et la beauté de la chose, c'était de la voir s'effondrer. Au début, elle essayait de jouer les durs. Elle claquait les portes, levait les yeux au ciel, marmonnait des insultes dans sa barbe. Mais quand rien de tout cela ne m'a ébranlé, elle a changé de tactique. Soudain, elle voulait redevenir affectueuse. Elle s'asseyait à côté de moi sur le canapé, posait sa main sur ma jambe, essayait de m'embrasser pour me dire bonne nuit. Je ne l'ai pas rejeté ouvertement. Cela lui aurait donné du pouvoir, lui aurait montré que je tenais encore à elle. Au lieu de cela, j'ai laissé mon indifférence parler. Je la laissais m'embrasser, puis je retournais à ce que je faisais. Pas de passion, pas de feu, juste le vide. Ce vide l'a brisé plus que la colère n'aurait jamais pu le faire. Des semaines après le début de cette campagne silencieuse, elle a finalement craqué. Un soir, elle a crié, « Tu as changé. Tu n'es plus l'homme que j'ai épousé. » Je l'ai regardé calmement et j'ai dit, « Non, Mélissa. Je suis enfin l'homme que j'aurais dû être depuis le début. Celui qui ne tolère pas le manque de respect. » C'était le coup de grâce. Ma vengeance ne consistait pas à crier ou à l'exposer au monde. Il s'agissait de reprendre le contrôle, de lui montrer que l'homme sur lequel elle pensait pouvoir marcher avait disparu, remplacé par quelqu'un qui appréciait son amour-propre plus que son confort. Au final, la vengeance n'était pas seulement pour moi. C'était une leçon qu'elle ne pouvait ignorer. Quand on traite un homme comme un objet, il ne faut pas s'étonner qu'il cesse d'être là pour vous. Et l'ironie, c'est que plus je devenais froid, plus elle me désirait. Mais à ce moment-là, il était trop tard. Le regret n'arrive pas avec un grand fracas. Il s'infiltre lentement, comme l'eau à travers des fissures, jusqu'à tout noyer. Pour Mélissa, cela a commencé par de petites choses. Elle me remarquait m'habiller plus élégamment avant de quitter la maison, portant un parfum que je n'avais pas touché depuis des années. Elle me voyait aller à la salle de sport, perdre le ventre que j'avais pris après des années de stress. Elle m'entendait rire avec des gens au téléphone ou des collègues, des amis avec des voix pleines d'une énergie qu'elle n'avait pas entendue de ma part depuis longtemps. L'homme qu'elle avait autrefois rejeté, moqué et traité comme un distributeur ambulant revenait à la vie. Sauf que cette fois, il ne revenait pas pour elle. Au début, elle a essayé de me reconquérir avec la culpabilité. Tu ne passes plus de temps avec moi. J'ai haussé les épaules. Tu ne voulais pas de mon temps quand je te l'offrais. Puis elle a essayé l'affection. Elle a passé ses bras autour de moi dans la cuisine,
m'a murmuré à l'oreille comme elle le faisait autrefois, mais l'étincelle avait disparu. Je souriais poliment, retirais ses mains et retournais à ce que je faisais. Elle le sentait. Le vide, la distance qu'aucune douceur forcée ne pouvait combler. Finalement, elle a essayé le désespoir. Un soir, sans crier gare, elle a fondu en larmes. Je ne veux pas te perdre. Je sais que j'ai été égoïste. Je sais que je t'ai repoussé. S'il te plaît, donne-moi juste une autre chance. Ces larmes ne m'ont pas ému. Il y a des années, peut-être qu'elle l'aurait fait. À l'époque, je l'aurais prise dans mes bras, lui aurais dit que tout irait bien et j'aurais enterré ma propre douleur juste pour maintenir le mariage en vie. Mais cette fois, j'ai vu la vérité derrière ses larmes. Elle ne venait pas de l'amour. Elle venait de la peur. La peur de perdre le confort, la stabilité, l'homme dont elle pensait qu'il serait toujours là, peu importe à quel point elle le traitait mal. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit, « Mélissa, tu m'as dit d'utiliser ma main quand je voulais être avec toi. » Cette nuit-là, quelque chose en moi s'est brisé. On ne peut pas effacer ça. On ne peut pas effacer le manque de respect. Je ne passerai pas le reste de ma vie à mendier des miettes d'amour de ma propre femme. Elle a sangloté plus fort, s'agrippant à mon bras comme si je pouvais disparaître si elle lâchait prise. Mais je t'aime. J'ai secoué la tête. Non, tu aimes la vie que je t'ai donnée. Tu ne m'aimes pas, moi. Et sur ces mots, j'ai quitté la pièce. Ce fut le début de sa chute. J'ai continué à vivre ma vie avec discipline et concentration. J'ai travaillé plus dur, mais pas pour elle, pour moi. J'ai commencé à épargner agressivement, à investir, à planifier un avenir où je n'aurais pas apporté un poids mort. Mes amis ont commencé à remarquer le changement. Ils disaient, « Mec, tu as l'air différent, plus heureux. » Et je l'étais. Non pas parce que j'avais encore trouvé quelqu'un de nouveau, mais parce que je m'étais enfin retrouvé. Mélissa, pendant ce temps, se décomposait. Sans mon soutien financier pour ses luxes, son style de vie s'est effondré. Elle a dû réduire ses achats, annuler ses journées au spa, cesser de sortir aussi souvent. Elle a commencé à avoir l'air fatiguée, stressée, amère. Elle se plaignait constamment, mais ses plaintes n'avaient plus de pouvoir sur moi. L'ironie cruelle, c'est que plus elle perdait de son éclat, plus je reprenais vie. Les femmes ont recommencé à me remarquer, à la salle de sport, au travail, même à l'épicerie. De simples conversations se sont transformées en sourires. Et pour la première fois depuis des années, je me suis senti à nouveau désirable. Mélissa l'a remarqué aussi. Un soir, elle m'a vu envoyer un texto et a explosé, « C'est qui, ça ?» Je ne l'ai même pas caché. Quelqu'un qui aime vraiment me parler. L'expression sur son visage disait tout, panique, jalousie, regret. Elle savait qu'elle avait perdu le contrôle. Mais je n'étais pas intéressé par une vengeance par l'infidélité ou des jeux mesquins. Ma vengeance, c'était ma transformation, mon ascension. Elle avait joué en me rabaissant, en supposant que je resterais toujours, peu importe à quel point elle me tirait vers le bas. Elle a perdu ce pari au moment où j'ai cessé de jouer selon ses règles. Quelques mois plus tard, j'ai rencontré quelqu'un de nouveau. Elle s'appelait Claire. Elle était intelligente, gentille, indépendante. Tout ce que Mélissa avait cessé d'être des années auparavant. Claire ne me voyait pas comme un portefeuille ou un pourvoyeur. Elle me voyait comme un homme. Nous parlions pendant des heures, rions des plus petites choses, et quand elle me touchait, ce n'était pas par obligation. C'était par un désir sincère. Je n'ai pas caché Claire à Mélissa. Je ne l'exhibais pas, mais je ne gardais pas non plus de secret. Quand Mélissa nous a vus ensemble pour la première fois, j'ai vu son visage se décomposer. Elle a essayé de le masquer, mais le regret était partout sur elle. Elle a réalisé que l'homme qu'elle avait autrefois rejeté était maintenant désiré, apprécié et aimé par quelqu'un de mieux. Ce fut le coup de grâce final pour elle. Elle a tenté une dernière fois de revenir. Elle m'a coincé dans la cuisine un soir et a murmuré, « Elle ne t'aimera jamais comme moi je t'aime. » J'ai ri en secouant la tête. Tu as raison. Elle ne le fera pas. Parce qu'elle me respecte. Chose que tu n'as jamais faite. Les yeux de Mélissa se sont remplis de larmes, mais je ne ressentais plus de pitié. Je ne ressentais rien. Son regret ne changeait pas le fait qu'elle m'avait traité comme un étranger dans ma propre maison, m'avait refusé l'intimité et m'avait utilisé comme une banque. Maintenant, elle se retrouvait avec les ruines d'une vie qu'elle pensait sûre, tandis que j'avais reconstruit la mienne,
plus forte que jamais. Et c'est ça, le truc avec le regret. Il est toujours trop tard. Elle a eu sa chance quand j'étais dévoué, loyal, prêt à tout lui donner. Mais elle l'a gaspillé. Le temps qu'elle réalise ce qu'elle avait perdu, j'étais déjà passé à autre chose, j'étais déjà passé de l'homme qu'elle avait essayé de briser à quelqu'un qu'elle ne pouvait plus atteindre. Alors, quand les gens me demandent aujourd'hui si je regrette de l'avoir laissé derrière moi, ma réponse est simple, non. Le seul regret dans cette histoire, c'est le sien.